trouver une autre façon parce que là, ça a coupé la vidéo. Le fait que le choc entre le marteau et la coquille de noix a cassé. Non, ça a cassé la coquille, oui, mais c'est pas ça la question. C'est que ça a fait tomber le téléphone. Le pire, c'est que je sais pas. À Leclerc, c'est vrai que j'aurais pu aller jusqu'à Leclerc. J'en aurais trouvé là-bas des casse-noix. C'était le plus grand magasin de Lourdes. Mais bon, j'ai pas passé sur le moment. Ça aurait été un peu plus rapide. Mais bon. Ça s'appelle un saut technologique quand on passe à une technologie plus rapide, plus efficace. C'est comme ça que l'humanité progresse. Après, c'est pas gênant, franchement. Ouais. Parce que les chocs, ça. Ils aiment pas ça, les téléphones. Mais c'est pas tellement compliqué. Parce que. J'ai attrapé un bouquin. Je vais attraper un cadeau de Noël. De Mathieu, le frère de Claire. Les apéros cultes. C'est un peu comme Trial Poursuite, donc voilà, là il devrait pas tomber. C'est pas que ce soit lourd, mais. Vous voyez, il tombe comme ça, il tombe sur les apéros cultes. Les apéros cultes, pardon. La musique que vous pouvez entendre, c'est une variation du thème de Dune d'Hans Zimmer, mais une variation subjective, personnelle, parce que le film, c'est vaguement inspiré. C'est vaguement inspiré de la version de Dune de Denis Villeneuve, qui est un grand fan du cycle littéraire de Frank Herbert, les plus grands cycles de la science-fiction avec Asimov, le cycle des robots ou Fondation, cycle Fondation, ou Hyperion de Dan Simmons. J'ai mangé à moitié des noix. Elles sont vraiment bonnes. C'est vraiment inspiré avec le. Celle-là elle est noire. Avec les vols des véhicules, etc. C'est vraiment inspiré du Dune, même de la série Dune adaptée de Sisterhood. Dune Sisterhood. Du fils de Frank Herbert, Brian Herbert. Avec Kevin Anderson. Et ils ont publié ça en 2012 et c'est devenu une série. En décembre 2024, 12 ans plus tard. Même noires, elles sont bonnes. C'est pas une raison. C'est juste moins habituel. Et dans la série littéraire aussi très populaire, plus de 50 millions de ventes. Earth Children, les enfants de la Terre, c'est publié aux États-Unis à l'origine. De Gene Orwell, il y a donc des humains préhistoriques, ils viennent d'Afrique les humains. Et donc là ils sont en Eurasie, dans le cycle, il y a plusieurs milliers de pages. Et dans le troisième tome, les chasseurs de mammouths, les deux héros, Ayla et Jondalar, arrivent à... Ayla c'est l'héroïne dès le début, c'est une sapiens, elle est élevée par les Néandertaliens, après elle rencontre d'autres sapiens. Donc avec notre sapiens qui s'appelle Jondalar, elle tombe sur une tribu, les Mammoutoy, et il y a un noir là-dedans, et beaucoup de femmes couchent avec lui parce qu'elles se demandent comment il est vu qu'il est noir. C'est un sculpteur. Et il veut coucher avec Ayla d'ailleurs, mais sauf qu'elle est engagée avec Jondalar, elle l'aime. Donc c'est tout l'enjeu des 900 pages du tome 3, des chasseurs de mammouth. Si Ayla va accepter les avances du sculpteur, ce serait surprenant, mais bon. Si je voulais le résumer, vous allez comprendre.
Pendant plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jean Dallard ont tout partagé. Donc déjà, là, il y a 1500 pages à peu près qui sont passées. Pendant plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jean Dallard ont tout partagé. Ils ont taillé le silex, entretenu le feu, chassé le renne et le cerf, construit des abris, même cousu des habits aussi, mais c'est pas marqué, construit des abris et des bateaux. Ensemble, ils ont eu peur et froid et vécu dans une intimité du corps et de l'esprit qui a fait naître en eux un sentiment troublant et inconnu. Ils sont tombés amoureux. Le clan remuant des chasseurs de mammouths, les mammoutheurs, qui les accueillent est stupéfait par ce couple de géants blancs aux yeux bleus, qui savent monter à cheval et apprivoiser le loup. Parmi eux, Ranek, voilà, je me souvenais plus de son prénom. Ranek, le sculpteur, est ému par Ayla. Le combat immémorial de l'amour et de la jalousie s'est déclenché. Là, vous l'avez en photo. Jean M. Howell, américaine passionnée de préhistoire, elle quitte son emploi d'électromécanicienne pour écrire. Voici les nouvelles aventures d'Ayla, l'enfant de la Terre. Ayla, l'enfant de la Terre qui ne sait rien de ses origines, part à la découverte de nouvelles contrées. Jean Dallard l'accompagne. Il lui a appris, j'ai lu trop vite, vous allez voir la suite. Il lui a appris la parole et aussi l'amour, ce sentiment qui prolonge l'écriture. Il lui a appris la parole et aussi. C'est pour ça que j'ai dit il lui a aussi. Il lui a appris la parole et aussi l'amour, ce sentiment qui prolonge les traînes. Alors, après, il a pris la parole et aussi l'amour, ce sentiment qui prolonge les trains. Le couple est accueilli chez les chasseurs de mammouths, si étrangement proches d'Ayla. Comme eux, elle est à droite, comme eux, elle possède le don de parler aux animaux. Elle apprend aux chasseurs à guérir les maladies, lui enseigne la musique et le chant. Ayla est belle, gracieuse, fine, et sa beauté inspire Ranek, le sculpteur sur ivoire. Un sentiment inconnu, la jalousie, s'installe dans le cœur de Jean Dallard, qui, des deux hommes, l'emportera dans le cœur d'Ayla. Amour, jalousie, amitié, les hommes ont-ils tellement changé depuis des millénaires. Alors, tout l'enjeu de ça, c'est que là j'ai le tome 1. Le tome 1, le premier volume, il s'arrête au chapitre 21. Donc, dans le complet, le chapitre 21, il est vers le milieu, donc c'est bien découpé. C'est parce qu'elle est vraiment à conseiller. Ayla, elle est élevée dans le premier tome. Ayla, l'enfant de la Terre, elle est élevée par des Néandertaliens qui appellent les sapiens les autres. N'empêche que dans ce qu'a écrit Jean Howell, ils peuvent se reproduire entre eux. C'est pas certain ça. Là, je suis au chapitre 24. C'est pas certain d'après les préhistoriens, les scientifiques, qu'ils aient été fécondables entre eux, c'est-à-dire qu'il y ait des sapiens qui couchent avec des néandertaliennes principalement, ou l'inverse, Ayla qui couche avec un néandertalien dans le tome 1. Et donc, c'est pas certain que ça, elle aussi ça la met enceinte, mais c'est pas certain ça, parce que c'est deux espèces d'humains différents. Les néandertaliens, deux espèces différentes d'humains, et les sapiens. C'est une humaine de Cro-Magnon, et là, il y a 46 000 ans. Donc voilà, là je suis au chapitre 21, c'est à la page 452. Et dans le tome 1, ça il faut que je précise sur Rakuten, parce que j'ai mis le tome 1 en vente, fin du premier volume. Ça va être à la page 454, c'est très bien, dit Mammouth, mais tu dois tout de même te souvenir de tes cordelettes et de tout le reste pour ne pas te tromper. Ah mais ça c'est le chapitre 21, donc il faut que j'arrive au chapitre 22. Les chapitres qui font 20-30 pages, c'est assez régulier. Ça fait que quand vous connaissez un chapitre, il y en a 20 ou 30 pages après. Le prochain, mais c'est vraiment intéressant. Et non, c'est pas pareil. 4 paires de sabots. Oh, alors. 21, UU ça fait 3, donc c'est le même livre. Ça doit être la même traduction, c'est traduit de l'anglais. J'ai dit 452. C'était. Ouais. Ouh, ça fait 3. U, ça fait 3. Criacrosie, c'est Criacrosie avec un petit remalin. Ouais, c'est pas vrai. Criacrosie en comptant les petits disques d'ivoire qui se trouvaient dans un petit panier tressé.
C'est qui a creusé avec le petit malin. Elle venait de compter les disques qui étaient retombés en montrant leur face marquée dans la corbeille peu profonde. Donc c'est très différent la traduction. Celle-là c'est de Marion de Montbarata. C'est pas la même traductrice, d'accord, il y a plusieurs traductrices. Ok. Donc elle a fini le chapitre 21. Il est plus court son chapitre 21. Il va de la page 431 à la page 444. Non, il fait que 13 pages. Donc il y a marqué texte intégral, mais c'est pas vrai. C'est pas le texte intégral. J'ai lu comme ça là. Pas, je vais pas forcément le mettre dans l'annonce, mais Marion de Montbarrat, elle a pas traduit. Par contre, elle a mis des explications, la carte, tout ça, c'est sympa parce que dans la version complète, elles sont pas les explications. Donc elle a pas traduit parce qu'à la fin du chapitre 21, il y a 445 pages, fin du premier volume, alors que là déjà à la fin, chapitre 20, j'en suis à 452, il n'y a pas le plan ni les explications du début, donc elle a abrégé. Donc, si je reviens à la fin, donc c'est 452. Et la fin, c'est 482. Voilà, il y a 30 pages comme d'habitude. T'as lu, pris le petit instrument, l'examina, alors que là, il n'y a même pas Talu dans les deux dernières pages, alors que c'est une personnage importante. C'est le chef, pardon, c'est le chef du clan des mammouths. Enfin, c'est un personnage important. Il y est forcément, mais c'est le chef du clan des mammouths. Il y est forcément. Voilà, ils appellent les clans des têtes plates, les Néandertaliens, parce qu'ils ont la tête plate. Il y a Frebec, il y a Paria, il y a Crouzy. C'est vraiment étonnant. Ah voilà, là il y a Mammouth, mais c'est pas Talu. Et Mammouth. Eh ben dis donc. C'est très différent. La traduction en 2 volumes. Je vous la conseille pas franchement. Il y a la moitié à moins. Il y a plus d'un. Dans le chapitre 21, il n'y a pas le chef du clan des mammouths qui est le personnage principal de ce tome 3, les chasseurs de mammouths. Donc Madame, je sais pas si elle est toujours vivante. Madame de Montbarrat Marion, elle devrait. Elle a raté sa vie. Elle a été traductrice, elle a raté sa vie. Donc je vérifierai s'il est sur Rakuten, je crois. Si quelqu'un l'achète, ben, je lui enverrai. Voilà, il vaut mieux l'édition qui fait 915 pages. Parce qu'au moins elle est complète. Tiens voilà, là il y a le grand voyage, c'est la suite. Le retour d'Ayla, c'est le 5e. Les refuges de pierre, c'est retour à la 9e caverne, c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier? Je sais pas, il y en a 6 en tout. Non, le dernier, c'est le pays des grottes sacrées. Le pays des grottes sacrées, avec ce 6e volet qui vient clore la saga best-seller des enfants de la Terre. Jean M. Well offre à ses lecteurs la finale qu'ils attendaient depuis 9 ans. À travers l'histoire d'Ayla et de son compagnon John Dalla, l'auteur nous invite à un voyage hors du commun au cœur de la préhistoire et de ses secrets. Parution le 24 mars 2011. Donc voilà, donc avant dans cette traduction des années antédiluviennes, c'est-à-dire avant ma naissance, ah non pardon, 1985, c'est là écrit Jean M. Well, donc ça va être traduit dans la foulée. 87, donc pardon, c'est pas antédiluvien, mais c'est 87. C'est vraiment très mal traduit. Et tandis que la version comme ça, elle est plus récente, ça se voit. Elle est des années 2000 quelque chose. Là, ça a été traduit par René Ténière. Elle a bien traduit. René Ténière. T-E-S-N-I-E, accent grave, R-E-S. Avril 94.
imprimé en 2011, mais traduction d'avril 94. Bon. C'est 7 ans après Marion de Montard, mais c'est beaucoup mieux traduit. Bon, là ça m'a pas fait avancer pour casser des noix, mais c'est parce que à l'époque, il y avait très probablement des noyers. Ils avaient des marteaux en pierre, en silex ou autre, en ivoire, des os. Mais comment ils les cassaient, je sais pas, les noix. Ils n'avaient pas de cassement en tout cas. Et est-ce qu'ils cassaient les noix? Quoique, c'est possible parce qu'il y a un oiseau qui s'appelle en espagnol le quebrahuesos, qui est son vrai nom parce que en français on l'appelle le gipette barbu, ça n'a rien à voir. Et le quebrahuesos, c'est un rapace comme les vautours, comme les hyènes. Et donc, enfin les hyènes ce ne sont pas des rapaces, mais c'est-à-dire qu'ils mangent les cadavres. Les hyènes aussi, mais c'est pas des rapaces, les rapaces c'est des oiseaux. Bon, c'est pas grave, et donc il les fait tomber, les os, il va sur des carcasses, il attrape des os, et il les fait tomber sur des rochers, ça les casse. Parce qu'ils tombent de haut. Et après il mange l'intérieur des os. Tandis que les hyènes, elles les croquent, elles ont des grosses mâchoires. Sinon, elle peut faire casse-doigt avec la main. Voilà, comme ça. Des fois, on dit les carnassiers, ceux qui mangent les carcasses. Des charognards, voilà, je me rappelle plus. Qui mangent les charognes, des charognards. Tandis que les rapaces ne sont pas forcément des charognards. Il y a l'aigle aussi, qui en est un. Et l'aigle, il mange des campagnols, des souris, des marmottes, des petits mammifères. Donc c'est un rapace, mais pas. C'est un rapace carnassier, mais c'est pas un charognard. Comme les vautours ou les gypaètes barbus, quebrahuesos. Ouais. Voilà. C'est parti loin celui-là. Et puis c'est pas très grave, c'est une coquille de noix. C'est un plancher de bois. Ça va pas faire grand chose. Il y a un morceau de coquille de noix sur le plancher. Il y a une application pour associer les plantes, PlantNet. Il y a une application pour voir les genres des roches. L'application de géologie qui est payante. Il doit y avoir une application pour voir le type de bois aussi. Celui ici, je ne saurais pas dire. Mais c'est, je sais pas si vous sauriez dire vous, avec les nœuds de bois. Mais je regarderai s'il y a une application pour identifier la matière du bois, de quel bois c'est. Ça existe très probablement parce qu'il y a des applications pour à peu près tout. Donc ça existe très probablement. Enfin, pour tout ce qui est théorique, pour casser des noix, il n'y en a pas. Il y a des casse-noix pour casser des noix, il n'y a pas d'application. Il y a quand même des objets. C'est-à-dire qu'apprendre est devenu très inutile. Parce que, par exemple, avant, on devait apprendre la botanique pour savoir les plantes, les fleurs, les arbres. Et maintenant, il suffit d'avoir un téléphone, d'ouvrir PlantNet, de prendre en photo, de dire si c'est la feuille, le tronc, le fruit, peu importe, de dire quelle partie de l'arbre c'est, ou en entier, et il vous le dit. Et après, on peut publier la photo, même après, ça se rajoute au catalogue mondial de PlantNet, parce qu'il y a des gens du monde entier, des gens qui l'utilisent dans le monde entier. Donc c'est vraiment bien foutu. Je ne sais pas si vous connaissez PlantNet, une plante, net, plante internet. Et beaucoup de gens connaissent, donc peut-être que vous connaissez. Connaissent et l'utilisent. Il faut s'inscrire comme toujours avec un email, mot de passe.
Ça muscle les doigts, dis donc. Casser des noix. À la main. Je vous avoue que s'il n'y avait pas la musique, je sais pas si j'aurais la patience de le faire. Je crois que j'aurais attendu clair. Je serais allé acheter un casse-noix. Mais comme elle vient demain matin, autant les casser avant qu'elle arrive. Je sais pas comment je vais l'appeler la vidéo. Peut-être comment casser des noix sans casse-noix. Il y en avait dans le catalogue de Lidl, mais il arrive demain. Alors si on va à Lidl demain, je sais que j'ai gagné un produit gratuit de la boulangerie. Pourquoi pas, ça dépendra de Claire. Ce que femme veut, Dieu veut, donc je l'ai déjà dit qu'on pourrait y aller. Mais si elle ne veut pas y aller, nous n'irons pas. Déjà, pour ça que j'ai fait les courses avec ce qu'elle m'a demandé. Du saumon, etc. Un pantalon. J'ai même trouvé un batteur parce qu'au lieu de faire à la main le fouet, il y avait un batteur électrique. C'est un peu plus rapide. Mais il n'y avait pas de casse-noix, j'ai fait tout le tour de Lidl de Lourdes qui est assez grand. Ça m'a pris 3 quarts d'heure. À la fin j'ai demandé à l'employé parce que demain il y en aura. Aussi, il y a quelque chose qui est amusant avec YouTube, c'est que si au début, je ne savais pas, les vidéos que j'écoutais, je les téléchargeais, je les mettais sur mon compte YouTube, et ça, on n'a pas le droit. Je ne savais pas. Je me suis fait clôturer mon compte pour ça, parce que je ne savais pas. Tandis que si on filme la vidéo, là on peut. C'est paradoxal. Hein. C'est au niveau des algorithmes que quand on publie la vidéo directement téléchargée, là l'algorithme détecte avec le copyright. Avec il y a un outil YouTube, on peut tous l'utiliser pour voir si d'autres gens ont utilisé notre vidéo. Mais si on fait comme moi, d'enregistrer la musique, voire de filmer carrément. Tout à l'heure j'ai filmé une suédoise que j'aime bien, Jonna Jinton, et ça m'a pas mis de droit d'auteur ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi. Après si elle utilise l'outil Copyright Finder, elle va voir que j'ai filmé ses vidéos. Mais je pense pas qu'elle utilise, parce qu'elle habite dans un village de 12 habitants au nord de la Suède, elle doit avoir autre chose à foutre que d'utiliser Copyright Finder de YouTube. Elle vend des bijoux, les accroche dans les arbres, elle vend des CD de ses musiques, enfin elle est très occupée. Elle court dans la neige, elle se baigne dans l'eau glacée. Elle court dans la neige avec son chien Nanook. Enfin, c'est une jeune femme très occupée. Alors qu'elle passe beaucoup de temps sur YouTube aussi, des fois elle se filme sur YouTube ou sur Instagram. Mais bon, peut-être si elle fait Copyright Finder, elle verra que j'ai filmé ses vidéos en hommage parce qu'elle m'inspire. Mais après elle pourra demander à YouTube. Et après j'aurai une notification de copyright si elle fait ça, voilà. Là j'aurai, parce que j'en ai des fois, et quand j'en ai, je vais dans YouTube Studio et là je supprime les passages où il y a le copyright, parce qu'il faut, les droits d'auteur, ça s'appelle en français, il faut respecter le droit d'auteur. Mais moi j'en ai rien à foutre, s'il y a quelqu'un qui copie mes vidéos, j'en ai strictement rien à foutre du droit d'auteur. J'ai publié un livre sur Amazon et d'autres plateformes, Emergent, qui décrit la vie en 2044, qu'il y ait des gens qui me citent ou qui me piratent ou qui me copient, ça j'en ai strictement rien à foutre. Mais il y a le droit d'auteur qui existe, faut faire avec. Et puis c'est juste, au final, le droit d'auteur, c'est pour que tous les gens qui créons, quand on crée quelque chose, tous les créateurs, créatrices, créateurs, soyons rémunérés pour ce qu'on fait. Mais à quoi ça sert d'être rémunéré? Ça sert à avoir de l'argent, mais à quoi ça sert l'argent? Ça sert à acheter des choses. Et à quoi ça sert à acheter des choses? Ça sert à passer le temps. Donc l'argent sert à passer le temps, mais pas forcément. Par exemple là je passe le temps en cassant des noix. C'est vrai que j'aurais pu les cueillir. Si je sais où il y a des noyers, je peux aller cueillir des noix. Récolter des noix. Il faut un bâton, j'en ai un. Il faut que j'aille dans un endroit où il y a des noyers avec un bâton pour faire tomber les noix. Et voilà, après j'aurai des noix gratuitement. Vous devez payer 6 € le kilo. Dans tous les cas, après il faut les casser.
Il y en a beaucoup déjà. Je vais pas les faire toutes. Parce que vous allez voir, il y en a une bonne quantité. Enfin, si je les fais toutes, ça fait qu'il faut les manger après. Et Claire, il reste que 2 jours. Il reste demain le 16, ce sera donc jeudi puisqu'on est mercredi 15, et elle repart vendredi soir. Donc il reste 2 jours. Et encore pas 2 jours pleins. Elle arrive le jeudi matin, elle repart vendredi soir. Donc il reste 1 jour et demi, comme elle m'a dit, un jour et demi. Enfin, je crois. On va quand même vérifier. Oui, elle arrive demain matin et elle repart vendredi 17 à 19h. Parce que elle va arriver le matin à Austerlitz et elle travaille à 8h30 le samedi 18. Il y a aussi la salle générale des Pueri Cantores, c'est les enfants chanteurs. Ceux des PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le coin sud-est de la France, ils ont leur assemblée générale ce week-end, 18-19. Pour la Sainte-Prisca et la Saint-Marius, voilà, là on est à la Saint-Tenina. Donc là arrive la Saint-Rémy. Non, pardon, elle prend le train, à chaque fois je me trompe, le train de nuit même elle. Elle prend le train de nuit ce soir, 21h30, à Austerlitz. Donc pour ce mercredi 15 à Saint-Rémy, elle arrive jeudi matin, c'est traître le train de nuit, parce qu'on voyage pendant la nuit. Donc elle arrive le jeudi 16, Saint-Marcel, matin, mais même je me suis trompé, c'est pour ça que j'ai mis la flèche. Et après, elle repart à la Sainte-Roseline, 19h17 à 19. Pourquoi j'ai laissé la pub se terminer? Ça va me refaire une pub. Purificateur d'air, alors ça, voilà, c'est le genre de choses que je comprends pas. Si on veut purifier l'air, on ouvre la fenêtre. On fait comme ça. Et ça purifie l'air. Je sais pas. Il y a les humains, des fois, ils inventent des inventions que je comprends pas leur utilité. C'est Dyson qui fait ça. Pourquoi je peux pas encore faire l'art de l'attraction? C'est la 3e fois que je le fais de cette semaine. Parce que c'est des thèmes qui reviennent par cycle. Ce sont des cycles. Par exemple, après, dans 2 jours, il y aura les bonnes vibrations, c'est la musique. Et après, il y aura sérénité, c'est l'histoire du thé. Après, il y aura les machines mentales, c'est l'intelligence artificielle. Explorer l'intelligence artificielle est bientôt disponible dans 14 jours et 23 heures, donc dans 2 semaines. Mais je l'ai déjà fait ça aussi, parce que si je vais sur mon profil, l'intelligence artificielle, c'est un de ces thèmes-là. Ça, c'est la musique de bonne vibration. Sérénité, c'est le thé, donc 14 fois. L'intelligence artificielle. Peut-être ils l'ont pas mis parce qu'avant c'était en bêta, parce que j'ai la bêta. Ça doit être marqué quelque part. Des fois je le vois, que j'ai la bêta. Et j'ai demandé parce que j'arrivais pas à le faire version 31-37. J'arrivais pas à avoir la bêta et ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu comment avoir la bêta. J'ai pas fait d'oser. Il y en a 8. Ça va me faire gagner 16 d'Arwinium, qui est la monnaie du jeu. En même temps, ça va m'ouvrir plein d'onglets. Ça m'a ouvert plein d'onglets. TikTok en dernier. Je pourrais les fermer, mais pourquoi les fermer? Donc voilà, j'ai gagné
16, c'est vrai, j'en avais 748. 749 du coup. 16 à Darwinium. Dans 1h32, j'en aurai 2 de plus. Gratuitement, parce que j'en ai acheté au début, quand j'en avais pas beaucoup. Après, ça fait depuis 6 mois, on peut les avoir gratuitement. Heureusement quoi, parce que il y a même un qui a mis heureusement quel générateur Darwinium en anglais sur le groupe Messenger Facebook où on est plus de 700, près de 800. Voilà, donc j'ai fait tout ça de noix. Et il reste encore tout ça. Donc on va mettre... mais il y en a... sinon je vais mettre dans un sachet de coriandre. Il reste des noix. Oh, celle-là elle est cassée, là ça compte pas. Allez, une de plus. Mais comme elle est cassée, j'ai pas besoin de la casser moi-même. Peut-être comme ça, il y a eu des noix qui étaient tombées. Les premiers humains qui en ont mangé, ils ont vu qu'elles s'étaient un peu cassées. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la curiosité. La curiosité, ils les ont ouvertes à la main, mais c'est possible à la main quand elles sont cassées. Même, on peut les casser avec... Oh, mais je vais vous montrer après. Je vais en prendre une. On peut la casser sans marteau aussi. Et sans outils. Là, je suis en train de la décortiquer. Voilà, c'est ça le mot qui me manquait tout à l'heure. Les noix, il faut les décortiquer. Je pense pas qu'il y ait des machines qui sachent le faire. Décortiquer les cerneaux de noix. C'est une tâche assez complexe. C'est une fonction exécutive. La fonction exécutive, les machines, elles ont un peu du mal. Il y a la conduite. Conduite automatique, mais justement, elles ont un peu du mal. Parce que ce sont des hautes fonctions cérébrales. Que les enfants n'ont pas. Par exemple, si on demande à un enfant de casser des noix, je ne sais pas s'il va y arriver. Du coup, on peut faire aussi comme ça. Le problème, il faut les deux mains. Comment je vais vous montrer, je sais pas.